Je suis, moi, ravi de revenir, parce que j'étais aussi au congrès de Sainte-Tulle, dans ce département. Quelque part, l'année 2012 a été une année extrêmement importante, parce que si vous vous souvenez bien, enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, parce que vous étiez dans l'encadrement pour beaucoup d'entre vous du congrès, mais il y avait une analyse à un moment donné sur le tournant de l'Église. Nous étions au congrès de Sainte-Tulle, quelques jours après la messe du 15 août 2012, et l'Église avait totalement changé de braquet. C'est-à-dire qu'ils expliquaient pendant des années, nous sommes sous l'ère de Vatican II. Alors, ils ne disent pas comme ça, mais on a infiltré, c'est l'Église qui parle, c'est pas les libres penseurs. On a infiltré les syndicats, les partis, les associations. On a utilisé la laïcité ouverte sous les formes diverses et variées. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que les catholiques se montrent en tant que communauté, ça c'était ce qui était dit, et se battent de front. Et c'est ce qui a donné réellement toute la bataille sur la question contre le mariage pour tous, mais aussi en Pologne, en Espagne, sur la question de l'IVG par exemple, et des démonstrations de la part de l'Église catholique qui étaient beaucoup plus, je dirais, visibles. Mais c'est exactement la même situation où nous nous retrouvons à la fois sur la question des crèches ou sur la question de la Vierge de Publié ou de la statue de Ploërmel de Jean-Paul II, où nous nous retrouvons face à une église, un parti clérical, qui se montre de plus en plus offensif, qui se montre dans la rue. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec l'islam et laïcité, pourquoi commencer comme ça ? C'est exactement la même chose que nous retrouvons sur la question de l'instrumentalisation de la laïcité, mais aussi l'instrumentalisation de l'islam. Pour bien expliquer mon propos, islam et laïcité, je dirais que c'est une question à dimension universelle, qui n'est pas une question franco-française, parce qu'elle a des conséquences géopolitiques au niveau international, pas parce que la laïcité est en train de s'étendre au niveau international, même si on pourrait discuter de ces possibilités-là, et effectivement le congrès de l'Association internationale de la libre pensée pourrait revenir dessus, mais parce que aujourd'hui la France est engagée sur des terrains d'opération, dans un espèce de jeu de boomerang que le citoyen lambda, quand il regarde la télévision, a beaucoup de mal à comprendre, parce que on intervient là-bas, on laisse partir des djihadistes au début là-bas en expliquant ils iront là-bas, ils se feront tuer et puis ils ne reviendront pas. Et puis dans ce boomerang-là, il y a des choses qui reviennent en France avec des attentats, avec des chiffres effectivement effarants de morts dans les rues de Paris ou dans d'autres lieux. Et ça nous pose, et ça nous interroge, ça nous pose effectivement problème. On se dit, est-ce que nous sommes en sécurité ? Et la réponse qu'on nous donne, c'est... d'abord, ça a toujours été les réponses sur ces 15 dernières années. À chaque fois que vous avez un problème, vous avez une loi derrière. Et on nous donne beaucoup plus de sécurité. Là où cette question a un aspect universel, mais aussi qui est lié à la question de la démocratie, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a 10 jours de cela, ou c'est ça, 15 jours de cela, dans Le Monde, ils expliquaient que François Hollande avait... pris comme autorité le fait de tuer un certain nombre de djihadistes. Ça peut paraître totalement hallucinant, mais c'est le droit de tuer pour un président de la République qui est étonnant, qui est nouveau, qui est inédit. C'est une opération qui existe en fait depuis plusieurs années, parce que aux États-Unis, elle est régulière et Obama n'a fait que continuer ce que Bush a mis en place. Tous les matins, Obama, enfin jusqu'à récemment, quand il arrivait dans le bureau ovale, il avait ce qu'on appelle la kill list. C'est pas une blague, c'est réel, ça s'appelait comme ça, la kill list, avec une série de noms de terroristes potentiels ou gens à abattre potentiels, et ça se passait via les drones, via l'armée américaine, et il cochait oui, non, d'accord, pour dire dans la journée s'il fallait, ou les 48 heures, s'il fallait mener une opération contre ces gens-là. Et ça pose véritablement pour nous une question à la fois au niveau des droits de l'homme, bien entendu, mais de la question de la démocratie, de la question de la dignité humaine. Parce que nous sommes dans une situation où la seule réponse qu'on nous amène, c'est la multiplication des guerres,
la multiplication, là aussi sur la question de l'islam et laïcité, de la guerre civile, et vous allez voir que dans mon propos, j'en fais état, et une incompréhension pour le citoyen de saisir l'ensemble des éléments et de se dire quelque part, est-ce que c'est un problème qui n'est pas créé? Est-ce que la question de islam et laïcité, et le sous-titre c'est en fait, est-ce qu'elles ne seraient pas incompatibles? Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité, excusez-moi, de l'islam et laïcité, la laïcité? On nous dit, les catholiques, eux, se sont adaptés à la question de la loi de 1905, à la question de la République. Les musulmans ne pourront jamais s'adapter. Mais c'est une véritable question qui est posée. Et moi, quand j'ai proposé aux fédérations de le faire, alors c'est à la fois dans la continuité, vous avez les actes du colloque Islam et laïcité qui est sur la table, qui est au prix de 15 €. Alors je vais vraiment vous vendre le produit, vous allez voir, mais il y a les actes du colloque à l'intérieur, il y a un certain nombre d'articles qui ont déjà été publiés dans l'Idée Libre ou dans La Raison, mais il y a beaucoup d'articles inédits, et notamment, j'attire votre attention sur un des articles, je vais y revenir dans mon propos, mais sur le fait de se questionner sur pourquoi la loi de 1905 n'a pas été appliquée en Algérie en 1905. Parce que c'est une question, quelque part, essentielle, qui répond à la première question de savoir est-ce que c'est incompatible ou pas. Et vous allez voir que c'est cette question-là. Alors, la première dimension, c'est pourquoi continuité des actes, pourquoi faire cette conférence-là. Et les deux autres questions et c'est pour ça que je l'ai proposé à l'automne, qui m'ont interrogé, c'est d'abord l'affaire du Burkini, qui n'a rien à voir avec la religion, en fait, au bout du compte, parce que le premier maire qui a pris le premier arrêté, on s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas de femme avec un Burkini sur la plage, et que ça a été une opération politique. C'est exactement comme sur la question des crèches, c'est même pas une opération de l'Église, c'est une opération des cléricaux. Hein, faut bien distinguer les deux. L'Église a même dit sur les crèches qu'il faut arrêter avec ces affaires de crèches dans les mairies, il faut les mettre là où elles doivent être, c'est-à-dire dans les églises. Et les cléricaux ont utilisé, parce que vous avez bien compris qu'il y a des élections prochainement, ont utilisé cela pour essayer de manger sur une frange de l'électorat. Et sur la question de l'islam, cette affaire du Burkini, c'est la même chose. Parce que il y a eu dans un premier temps tous les arrêtés de ces maires qui interdisaient donc les burkinis. Il y a eu la réponse du Conseil d'État, et là, moi, où je me suis interrogé, et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, c'est quand le très laïque Premier ministre de l'époque, candidat à quelque chose aujourd'hui, a dit le soir du Conseil d'État, le Conseil d'État a son point de vue sur la laïcité, moi j'ai le mien. C'est-à-dire que vous avez le politique, l'exécutif, qui vous explique, moi j'apprécie la laïcité selon, j'ai une appréciation de la laïcité qui m'est propre et qui n'est pas celle du Conseil d'État, donc il vaut mieux appliquer en termes de laïcité ce qu'on croit soi-même. Sauf que le problème, c'est si on est dans la croyance personnelle en termes d'application de la laïcité, vous allez avoir des gens qui vont, moi j'ai déjà entendu soit des gens qui se disent laïcs, dire ce qu'il faut par exemple avec les filles voilées, il faut leur arracher le voile pour leur montrer que la République c'est bien. Bon, vous faites cela, vous créez des martyrs, vous créez des situations conflictuelles et vous êtes dans la situation de la guerre civile. Et je pense que c'est important. L'autre indicateur qui m'a poussé à faire cette conférence, c'est le rapport de l'Institut Montaigne. Alors, l'Institut Montaigne, pour redonner son histoire, c'est un institut qui a été créé par Bébéar, patron d'AXA ou ancien patron d'AXA, qui est repris aujourd'hui par quelqu'un qui est proche d'Emmanuel Macron, qui se dit proche d'Emmanuel Macron, et qui est financé par justement, entre autres, la banque Rothschild et ce genre de consortium qui ont une vision de l'économie et du social assez particulière. Pourquoi je dis cela? L'Institut Montaigne, quand ils ont publié par exemple en 93-94 un document sur la sécurité sociale, vous savez ce qui est arrivé après en 95. Quand ils ont publié la question sur les réformes de l'école,
enfin, ou avant les réformes de l'école, ben, c'est l'école qui a été touchée par les réformes. Donc l'Institut BBA, il publie un certain nombre de documents qui sont en fait les feuilles de route des futurs présidents. Et là, il publie un document sur la question de l'islam. Et ils sont extrêmement embêtés parce qu'ils expliquent à travers les enquêtes que les musulmans en France sont sécularisés. Ils sont intégrés dans la société française. Ils n'ont aucune volonté de se battre contre la République, dans leur immense majorité, parce que c'est un chiffre de 87%, d'accord ? Ils n'ont aucune volonté de se battre contre la République, d'en vouloir à la laïcité et de ne pas appliquer la laïcité. Ils expliquent même que ceux qui se disent musulmans ou qui sont interrogés comme étant musulmans, il y en a 60% qui ne fréquentent pas les lieux de culte de manière régulière. Alors, on va diviser sur les 100%, il y en a 10%, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Il y en a 30% qui ne se rendent jamais dans les lieux de culte. Il y en a 30% qui s'y rendent qu'une seule fois dans l'année, c'est généralement pour la prière du Ramadan, et c'est une seule fois dans l'année. Et il y en a 30 autres % qui s'y rendent de manière beaucoup plus régulière. Donc vous avez quand même une pratique religieuse qui est très délétère, qui n'est pas, comme on voudrait nous le montrer, quelque chose d'une communauté musulmane, et il n'y a pas de communauté et d'unité de la communauté musulmane. Ça, c'est un leurre, et c'est un véritable mensonge. Et ça, c'est extrêmement important. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui s'agitent autour de cela. Et pour revenir maintenant vraiment dans le fond du débat, le danger sur l'interprétation et sur l'utilisation et l'instrumentalisation de l'islam, il est le suivant. Quand vous avez un président de la République qui met en place le CFCM, Nicolas Sarkozy, il met en place le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Qu'est-ce qui se passe ? Il choisit 5 familles issues de l'islam, où il explique ces 5 familles sont républicaines, enfin en tout cas sont dans le cadre de la République et sont acceptables. Et il expulse 3 autres familles qui sont citées en tant que telles, dont l'UEF, les salafistes, etc., qui sont rejetées du CFCM. Et il y en a encore 2 autres qui ne sont pas obligatoirement connus par les journalistes, mais qui sur Internet sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, et qui ont expliqué, les 5 qui ont été rejetés, ont dit les 5 autres, c'est des collabos, en gros, avec le pouvoir. Donc, musulmans, venez à nous. Et dans les 2 autres, notamment, qui sont très actives, c'est elles, entre autres, qui ont permis le recrutement d'un certain nombre de jeunes gens sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, là aussi, sur le recrutement, faut lire le livre de David Thompson sur les djihadistes français, c'est étonnant. Vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, pour beaucoup d'entre eux, et qui se retrouvent en un quart d'heure, ils deviennent musulmans. David Thompson prend l'exemple d'une jeune fille qui, j'aime pas du tout ce terme-là, mais bon, je vais quand même l'utiliser, française de souche, parce que quand on commence à regarder dans les racines de chacun, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de sang italien dans la région. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que ça a dû marquer quand même un certain nombre d'esprits et d'ADN. Mais cette Française de souche en Bretagne, alors là on ne pouvait pas prendre mieux. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a plus français de souche que la Bretagne ? Bon, en Bretagne, elle est devant son ordinateur. Elle prononce la shahada, qui est la profession de foi. Tac, elle est convertie à l'islam. Elle n'a jamais rencontré ni imam, ni mosquée, ni Coran. Et elle part faire le djihad en Syrie. Et c'est en fait un processus de rébellion dans une partie de la jeunesse totalement déstructuré, qui pense que ça va être le Club Med. Il y en a certains qui pensent que ça va être le Club Med. Il y en a d'autres qui le prennent très sérieusement et qui partent là-bas pour faire la guerre parce qu'ils en veulent à la République, parce qu'ils n'ont pas de boulot. Alors, vous allez, à la fin, peut-être que je viendrai sur des perspectives de solutions à cela, parce que à chaque fois, on me demande, mais quelle solution vous avez ? J'y reviendrai certainement à la fin. Mais vous avez cette situation-là. Et le problème initié par Nicolas Sarkozy sur le CFCM, il est le suivant. C'est d'abord le fait que l'État, la République, reconnaisse déjà
ces religions, dans le cadre du CFCM. C'est l'article 2 de la loi de 1905. La République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Dès le moment où vous commencez à reconnaître une religion, vous l'intégrez dans un dialogue avec la République qui est totalement faussé, parce que c'est un dialogue où vous commencez à reconnaître et demain, vous commencez à salarier. Et cette opération-là, elle n'est ni plus ni moins organisée que par la religion qui, elle, a les vraies structures politiques, qui a la vraie hiérarchie qu'est l'Église catholique. Parce que dans ce débat, oui, vous, la libre pensée, vous en prenez toujours à l'Église catholique, jamais à l'islam. Le problème, c'est que les deux religions sont totalement différentes. Il y en a une qui est structurée politiquement et qui est structurée depuis plusieurs millénaires, et qui a structuré effectivement un certain nombre de choses en France. Il y en a une autre qui, politiquement, n'est pas structurée et qui ne peut pas être structurée. Il y en a beaucoup qui parlent de l'islam politique. L'islam politique est totalement impossible. Totalement impossible. Je vois qu'il y a un monsieur qui me dit que non. S'il pouvait avoir un islam politique, il faudrait qu'il y ait une fusion entre le pouvoir spirituel et temporel. D'accord ? Le pays où il y aurait cette fusion, et le seul pays où il pourrait y avoir cette fusion, c'est là où il y a un clergé. Or, il n'y a pas de clergé musulman, ça n'existe pas, sauf en Iran. En Iran, il y a un clergé musulman. Sauf que les mollahs en Iran, ils sont basés sur quoi ? Ils ont basé sur quoi leur pouvoir ? Et ils ont appuyé le pouvoir temporel sur quoi ? Sur la révolution iranienne, qui avait surtout chassé le Shah et qui était une révolution de type socialisante, on va dire, hein, et qui avait des bases sociales. Et c'est sur ces bases sociales que se sont greffés les mollahs pour pouvoir confisquer le pouvoir. Et dans cette confiscation du pouvoir, ils ont édicté après les règles religieuses. Mais regardez bien les dernières élections en Iran. Quand vous regardez la bataille qu'il y a entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, quand vous voyez que les Iraniens reviennent à la table des négociations avec les Américains, c'est ni plus ni moins le fait que le pouvoir temporel est en train de battre le pouvoir spirituel. Et le fait que les fragments de l'islam politique qui auraient pu exister n'existent pas. L'islam politique n'a même pas existé, parce qu'on parle des Abbassides, des Omeyyades, etc. Même là, il n'existait pas. Je rappelle juste une chose. Sur le Dar al-Islam, c'est-à-dire la grande région conquise par les musulmans au moment de la fin, je dirais, l'apogée de la fin des conquêtes musulmanes. 10e, 11e siècle, les musulmans étaient minoritaires dans le Dar al-Islam. Ils étaient minoritaires. C'est-à-dire, alors après, ils ont pris la majorité parce qu'ils ont converti, et parce qu'il y a eu des guerres et des reflux, bon. Mais ils étaient minoritaires. Et donc, on est vraiment dans une autre dimension. Alors, pour revenir sur le CFCM, c'est exactement la même chose que la fondation de l'islam. La fondation de l'islam qui a été mise en place, dirigée par Jean-Pierre Chevènement, c'est une fondation de l'islam de France, alors que nous considérons qu'il ne doit pas avoir islam de France, mais islam en France. Parce que islam de France, ça voudrait dire que la République, là aussi, organise le culte et dit aux musulmans comment vous devez vous organiser. Hier à Nîmes, il y avait face à moi un imam qui est un des 3 imams qui est en lice pour prendre la suite de Dali Boubaker comme recteur de la mosquée de Paris, qui est en fait la première autorité de dialogue avec les autorités françaises. Bon, il m'expliquait un tas de choses, mais on était en désaccord vraiment sur un certain nombre de points, parce que lui, il considérait que l'État devait gérer et dire qui étaient les bons imams. Il devait avoir un tampon République et laïcité. Alors, je suis désolé pour ceux qui étaient là le 5 décembre, je vais vous refaire le coup du 5 décembre à un moment donné quand j'en ai parlé, parce que c'était tellement hallucinant. Je l'avais lu juste un mois avant dans La Croix, très bon journal pour tout libre penseur qui se respecte, mais dans La Croix, il expliquait la chose suivante. Les imams, après les attentats Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre, les imams sont formés au droit musulman au Maroc et en Algérie, dans les écoles théologiques.
Ils reviennent en France pour être formés et avoir le tampon République et laïcité. Alors c'est chouette comme tampon, mais ils sont formés à l'ICP, l'Institut catholique de Paris, qui forme lui-même les curés qui apprennent à détourner la loi de 1905. Bon. Donc, je veux dire, quand on est formé par ce genre de personnage, vous imaginez bien que les imams seront bien entendu dans le dialogue œcuménique, etc. Mais ça, c'est un des arguments, et c'est un argument qui prend sur la gestion de l'islam par la République, qui prend de plus en plus de force. J'ai parlé du rapport de l'Institut Montaigne. Je vous l'ai dit, l'Institut Montaigne, il explique vraiment, il y a une sécularisation, il n'y a pas vraiment de communauté musulmane, il le dit, il dit il n'y a pas de communauté musulmane organisée, mais il dit en même temps, ce qu'il faudrait, c'est proposer des solutions. Et c'est vrai que cette conférence-là, elle se pose aussi par rapport aux élections présidentielles qui vont avoir lieu, parce que ça va aussi déterminer la stabilité et le degré d'insécurité que les citoyens peuvent avoir par rapport à ces questions-là. Et dans les conclusions, ils prennent des conclusions assez hallucinantes parce qu'ils expliquent la chose suivante, ils disent alors peut-être qu'il faudrait gérer le halal dans les cantines scolaires pour pouvoir financer une partie des cantines scolaires. C'est-à-dire qu'ils ont créé pendant des années une déstructuration du service public sur les cantines scolaires, et aujourd'hui ce serait un moyen en fait de refinancer ces cantines scolaires. Mais nous, on est contre le halal ou le kasher dans les cantines scolaires publiques. Parce que c'est la question de la patente du religieux sur le service public. Je vous rappelle que l'imam est payé et le rabbin est payé pour kashériser ou halaliser, je ne sais pas si ça se dit comme ça, la viande, mais en tout cas pour bénir la viande quelque part, qu'elle soit tuée de manière rituelique, et pour faire en sorte qu'elle soit consommée par les musulmans. Alors sur les cantines scolaires, la solution, là par contre je vous la donne directement, elle est simple. Il y a quelques années, nous on parlait de repas de substitution. Je pense que ce qu'il faut dire, il faut que l'enfant ait le choix. C'est-à-dire que la cantine scolaire, qui est un service public, ne doit pas imposer à un enfant tel ou tel repas. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible, parce que vous êtes sur une école, vous êtes sur le terrain de l'égalité républicaine, et donc il doit avoir la possibilité d'avoir le choix. C'est pas un repas de substitution, il ne faut pas l'appeler repas de substitution, parce que je trouve que ça fait sous-citoyen. Enfin bon, après c'est dans le mot. Moi je dis, l'enfant doit avoir le choix, parce que ça met tout le monde à égalité. Et je pense que ça, c'est important. L'autre cas qui est avancé, l'autre solution, c'est le fait de faire un concordat et d'organiser un concordat avec l'islam. L'argument étant de dire, en 1905, l'islam n'était pas là. Alors là, l'argumentation, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est simple. Jean-Pierre Chevènement, dans une entrevue au Figaro cet été, explique qu'il y a 4,1 millions de musulmans en France, sauf qu'en 1905, il y avait le double de musulmans en France, parce qu'il y avait les 3 départements français. Et ce sont les autorités françaises qui n'ont pas voulu appliquer la loi de 1905 sur les 3 départements algériens. Je rappelle juste une chose, imaginez un tout petit peu que la loi de 1905 eût été appliquée sur le territoire algérien, je pense que le conflit aurait été totalement... Je pense qu'il n'y aurait pas eu de conflit obligatoirement, déjà comme il y a eu, comme la guerre d'Algérie, et je pense que les choses se seraient passées de manière totalement différente. Mais c'est vraiment... Et puis, l'Algérie serait dans une autre situation, parce qu'il y aurait eu une place du religieux qui aurait été totalement différente, et une force du pouvoir temporel qui a été un petit peu dictatorial pendant des années avec le FLN, qui n'aurait peut-être pas pris cette place-là. Mais c'est intéressant de bien comprendre cela. Les autorités en 1905 ont refusé d'appliquer la loi de 1905 parce que c'était toujours la politique des petits pères blancs. Et cette politique des petits pères blancs, elle est réelle, elle est visible. Quand vous regardez les budgets de l'Assemblée nationale en 1906, 1907, 1908, les lignes budgétaires qui sont ouvertes, ce sont des lignes budgétaires qui ouvrent des lieux de culte, et ces lieux de culte, ce sont toujours des églises. Il n'y a jamais de mosquée. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est une chose étonnante, que l'association, une des premières associations qui demande l'application de la loi de 1905, et l'association en 1924, c'est l'association des oulémas progressistes en Algérie.
Donc c'est les docteurs en fait de la foi qui demandent l'application de la loi de 1905, mais ils sont pas fous. Ils savaient se compter, ils savaient qu'ils pouvaient s'autofinancer leur mosquée. Leur problème, c'était de sortir d'un système de colonialisme où c'était totalement enclavé, où les seuls imams qui étaient autorisés, c'était ceux qui collaboraient réellement avec le pouvoir colonial. Le deuxième qui demande, c'est le petit-fils d'Abdelkader, l'émir Khaled, qui demande et qui écrit à Herriot. Et le troisième mouvement, qui me semble d'ailleurs le plus important, parce qu'il prend aussi toute la dimension sociale de la loi de 1905, c'est le parti du peuple algérien de Messali Hadj, qui avance l'argument de dire il faut appliquer la loi de 1905, mais aussi l'ensemble des lois sociales, et c'est une revendication qu'ils auront même après 1936, parce qu'ils disent il faut que le salarié, l'ouvrier algérien, il soit considéré à égalité avec l'ouvrier français, puisqu'on est en France. Et c'est la question de la citoyenneté qui est derrière cela. C'est le fait justement de refuser le communautarisme quelque part, l'application de cette loi-là et cette demande-là. Et je pense que c'est un élément fondateur de ce qu'est l'Algérie aujourd'hui, parce que l'argument de la séparation des Églises et de l'État a été repris dans le manifeste du peuple algérien. Mais les autorités françaises ont refusé. Donc aujourd'hui, on nous dit ce qu'il faudrait, c'est un concordat. Mais la ruse, elle est simple. Parce que le concordat, il ne va pas servir l'islam. Le concordat, il va servir à signer d'autres concordats. Le concordat, il va servir à exploser la loi de 1905. Islam et laïcité, c'est l'instrumentalisation de l'islam pour faire tomber la loi de 1905, pour l'exploser. Je vais vous donner plusieurs arguments dans ce sens-là. Premier argument visuel. Le jour de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, il y a 2 ans de cela, François Hollande fait les vœux pendant tout le mois de janvier, c'est banquet et festivités, les petits fours, parce que c'est les vœux à chaque fois aux journalistes, aux corps constitués, aux maréchaux de France, enfin bon bref, il fait tout, il fait le tour de tout le monde. Tout le monde a sa petite journée de vœux. Ce jour-là, c'était les journalistes et le matin, je crois, les journalistes et l'après-midi, certainement les religieux. C'est la seule réunion qui n'annule pas ce 7 janvier. Et il fait venir donc les religieux, alors j'imagine qu'il leur fait les vœux, mais il parle surtout de ce qui se passe, de Charlie Hebdo, parce que c'est en cours, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette journée-là. Et sur le perron de l'Élysée, donc palais de la République par excellence quand même, ce sont les religieux qui vont faire la conférence de presse. Ce n'est pas le porte-parole de l'Élysée ou un porte-parole du gouvernement. Non, ce sont les religieux qui font la conférence de presse. Ils sortent exactement à 19h10. Donc, le Français moyen, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les religieux qui leur parlent. C'est les premières autorités, quelque part, reconnues ou non reconnues par le citoyen en tant que tel, mais qui parlent au peuple français. D'ailleurs, c'est pour ça que le 11 janvier, vous avez eu cette espèce de manifestation où tout le monde était Charlie. Après, si quelqu'un veut bien m'expliquer ce que ça veut dire « je suis Charlie », moi je veux bien l'entendre. Moi, j'ai tendance à dire je suis plutôt Harakiri. Après, c'est dans les goûts et la nature, je pense. Mais eux, ils ont donné l'ouverture de « je suis Charlie », mais ils ont parlé dans un certain ordre. D'abord, le responsable de la conférence des évêques de France, catholique, le protestant, l'orthodoxe, le grand rabbin de la synagogue de Paris, bouddhiste, et après, le responsable de la conférence des évêques de France a repris la parole et a dit « Monsieur Boubaker, donc recteur de la mosquée de Paris, va vous expliquer que ce ne sont pas tous les musulmans qui sont comme ça. » Alors, il n'a pas dit qu'ils sont comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire dans sa formulation, c'est qu'en gros, ce ne sont pas des musulmans qui ont fait ça. La confusion est totale, parce que c'est là où vous avez l'idée qui est ancrée dans les têtes de chacun, où il y a un bon islam, un mauvais islam. Et quand vous écoutez les responsables religieux, l'imam de Nîmes, hier, disait « J'étais le seul imam qui suis allé sur BFM TV le soir du 13 novembre. » Je lui ai dit « Mais le problème, c'est moi je vous le dis, mon problème, alors je lui ai dit en off, je n'ai pas dit quand il arrivait dans la salle parce que je ne voulais pas le mettre mal à l'aise non plus, mais je lui ai dit mon problème, c'est est-ce que la demande de justification aux musulmans est nécessaire? Parce que ça veut dire qu'on marque les terrains, on marque les esprits. Et là-dessus,
on est dans une certaine idéologie qui a été théorisée et qui a été mise en pratique. Moi, je considère que ce problème islam et laïcité, je vous l'ai dit, il a une dimension géopolitique internationale. Beaucoup d'entre vous, par exemple, ont dû faire comme moi en décembre et en janvier râler, parce que les Français sont des râleurs, quand ils sont allés à la pompe et qu'ils ont vu qu'en décembre, il y avait une augmentation à la pompe, et ils ont vu qu'en janvier, il y avait une augmentation à la pompe. Maintenant, réfléchissons un petit peu à cette augmentation. C'est la conséquence, ni plus ni moins, de la part des pays de l'OPEP, de la décision de tirer 1 million de barils en moins. Dès qu'ils ont pris cette décision, le lendemain, ou dans les 48 heures, toutes les pompes augmentées, c'était en novembre-décembre. Et toutes les pompes ont augmenté pour faire l'augmentation du 1er janvier. Donc, quelque part, le prix du gasoil a pris 20 centimes. C'est une réalité. Bien. Vous allez me dire, mais quel rapport avec l'islam et laïcité? Ben, le rapport, il est simple. C'est le rapport des guerres qui se multiplient dans le Moyen-Orient pour, justement, contrôler les champs pétrolifères. Et c'est exactement ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001. C'est exactement ce qui s'est passé sur le mensonge des armes de destruction massive de Saddam Hussein, qui était un ancien ami quand même, Oussama Ben Laden, qui était un ancien allié quand même, et qui était plus qu'un ancien allié, puisque c'était un salarié de l'entreprise. Mais la même chose que sur d'autres terrains, sur Kadhafi, sur les autres pays. C'est une déstabilisation des pays qui permet à un moment donné d'expliquer que l'Arabie Saoudite, sous le couvert des Américains, ce sont eux qui vont gérer les prix du baril et des cours du pétrole et qui vont gérer le flux et l'afflux. Pourquoi les Iraniens reviennent dans le jeu? Parce qu'il y a aussi la question du pétrole iranien qui est en jeu. Ils vont leur donner le sud de la région irakienne qui est plutôt liée à l'Iran au niveau des communautés religieuses pour que eux gèrent la chose. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est là. Et l'enjeu de islam et laïcité, il est au cœur de cela. Pourquoi je dis cela? Parce que à chaque fois, ce sont des arguments où on nous dit, par exemple, là je vous reprends, l'argument de la guerre en Afghanistan, il est le suivant. Il y en a 4. Premier argument, on va libérer les femmes de leur affreuse burqa. Et en même temps, je vous rappelle qu'on avait le débat en France sur les femmes voilées dans la rue. Et c'est lié. C'est là où Les Hirondelles de Kaboul, qui est un très bon bouquin de Kadra, est sorti. Et c'est là où vous avez toute une littérature aussi qui est sortie sur ces femmes voilées, c'est horrible, la libération de la femme. Vous aviez des féministes plus progressistes que jamais qui étaient là aussi pour enlever ce voile qu'on ne saurait voir. Ça, enlever le voile. Installer la démocratie. Relancer l'économie. D'accord? Et faire en sorte que l'Afghanistan soit un pays viable. Alors, relancer l'économie, faire en sorte que l'Afghanistan soit un pays viable, c'est un pays qui fonctionne essentiellement sur le trafic d'armes et sur le fait qu'il y ait un pipeline qui passe du nord au sud de l'Afghanistan et qui soit contrôlé là par... chasser les talibans aussi. Et qui soit contrôlé par les chefs de guerre, d'accord? Et l'économie, elle est principalement basée sur le trafic d'héroïne en Afghanistan. Alors pour prendre un exemple, c'est un très vieil, je ne retrouve même pas un article que j'ai écrit dans La Raison il y a quelques années de cela, où j'avais repris sur le site du département d'État américain. Ils avaient une ONG qui était affiliée au département d'État américain qui s'appelait USAID, parce que je travaillais beaucoup sur la privatisation des armées et sur l'ONGisation en fait dans ces pays-là qui permettaient de détruire les services publics. Et USAID était très fier de montrer sur le site du département d'État le fait qu'il donnait des motopompes aux paysans afghans. Et il y avait 2 magnifiques paysans afghans qui tenaient une motopompe, et derrière c'était un champ de pavots quand même. Donc le département d'État américain se gargarisait quand même de financer le trafic de drogue. C'était totalement hallucinant. C'est dans une vieille raison, si un jour je la retrouve, il y avait la photo et tout. Voilà. Donc l'économie, vous voyez très bien qu'elle a été relancée, mais sous un autre angle. C'est un angle de destruction et ça ne certainement pas aux Afghans. Bon, les femmes, elles n'ont pas plus de droits qu'autre chose. Et les talibans, il y a 10 mois de cela, on les a rappelés aux tables de négociation. Parce qu'il faut qu'ils renégocient avec nous et qu'on ne peut pas s'en passer. Parce que ce sont des chefs de guerre comme d'autres.
l'imam d'hier me disait, il avait une phrase excellente, il me fait, oui, mais l'islam des talibans, c'est pas l'islam des Algériens, c'est pas l'islam... Je fais, vous savez, il y a un moment donné, dans certaines régions, il pourrait être chrétien, et c'est la question du profit aussi, il pourrait être juif, c'est la question du profit, il pourrait se convertir à une religion, tant que la religion est un vecteur aussi pour certains de profit et d'installation du pouvoir. Hein, c'est pas propre à une ethnie, le fait de devenir de telle ou telle religion. Et là-dessus, on voit bien que l'Afghanistan, c'est vraiment l'exemple de ce que, en fait, l'administration américaine met en place depuis des années, qui s'appelle le choc des civilisations. Parce que le fond de cette affaire-là, il vient juste d'une chose. Ce mur de Berlin qui est tombé, il a changé toutes les cartes et toute la donne. Parce qu'il a fait tomber le bloc de l'Est, ça c'est évident. Il a dû faire en sorte que le bloc de l'Est et l'armement dans le bloc de l'Est devait être, liquidé. Hein, les balles, il ne fallait pas qu'elles soient dans les entrepôts. Alors là, vous avez pas mal de films là-dessus, mais vous avez une littérature abondante sur ce sujet-là, où ça a été 80 conflits dans les années 90, de manière permanente entretenue, hein, pour développer les guerres. Et vous avez ce choc des civilisations qui est défini par Huntington, qui a été en fait la plume de Bush senior et de Bush junior, qui est professeur à Harvard et qui a écrit ce fameux choc des civilisations dans la revue du département d'État américain, qui est relié à Harvard, au secteur d'Harvard diplomatique, et qui explique: on a perdu notre ancien ennemi, donc le communisme. Maintenant, le monde se divise en aires. Alors, il y avait l'ère chinoise, et c'est pour ça que vous avez eu à un moment donné une possibilité de guerre avec la Chine entretenue par les Américains dans les différents think tanks américains. Alors les think tanks, c'est les réservoirs à idées. C'est comme l'Institut Montaigne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et là-dessus, il y a eu toute une littérature sur la Troisième Guerre mondiale en géopolitique contre la Chine. Mais après, ils se sont dit, il a expliqué, la réalité, ça va être sur la question des aires religieuses. L'ère religieuse chrétienne, c'est l'Europe et l'Amérique, hein, l'Occident. Et les autres aires religieuses, c'était l'ère arabo-musulmane, l'ère hindouiste, et ils expliquaient clairement que le problème, c'était l'ère arabo-musulmane. Et ça, c'était avant l'Afghanistan, c'était avant l'Irak, on était en 1992-93. Hein, donc, vous voyez bien que ce choc des civilisations, on est dedans. On est dedans. Et là où les Français, quand même, ne sont pas en reste et apportent toute cette idée et cette confusion sur la question de l'islam, c'est la question de l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est une théorie qui a été définie, entre autres par l'armée française, et qui a été mise en place par le colonel Trinquier et le général Massu pendant la bataille d'Alger. L'ennemi intérieur, c'est votre voisin, votre voisine. Vous ne regardez pas comme ça, hein, moi j'ai rien dit, c'est eux qui l'ont dit. Mais votre voisin, votre voisine, c'est la petite fille, c'est le garçon, c'est le vieillard, c'est la femme, c'est l'homme, tout peut être ennemi. Mais là-dessus, quand vous prenez cela en compte, et moi je suis de banlieue parisienne, que vous êtes le 14 novembre et que vous prenez le RER, les gens se regardent comme s'il y avait l'ennemi intérieur à côté d'eux. Et vous créez en fait toute une dynamique, mais qui est créée en fait depuis des années. Ce qu'il faut pour s'armer sur cette réflexion-là, je crois que c'est pour le vote des primaires, ils se sont trompés. Non, c'est quelqu'un qui vient. Ah d'accord. En retard. Ah ok. Oh là là, non, t'inquiète pas, on est au contrôle. Sur cette ambiance-là qui est créée, regardez bien sur cette affaire de voile en France. Si on prend un peu l'histoire du voile en France, reliée à la question de l'ennemi intérieur. 1989, affaire du voile à Creil. Jospin gère la chose de la manière suivante. Il explique: il faut introduire dans les établissements scolaires le fait qu'on n'a pas le droit aux signes ostensibles. Et après, la loi évolue en 2004 et ça passe aux signes ostentatoires. Alors, ça génère quelque chose de très compliqué parce que, chaque établissement met ça du secondaire, met ça dans son règlement intérieur.
et gère selon la population, selon la sociologie de la population. Alors, ça va être clair, hein. Un établissement de ZEP où il y a où il y a des populations maghrébines, eh ben on va mettre pas de signe ostentatoire ou ostensible. Et puis dans un bahut de centre-ville, on ne va pas changer le règlement intérieur. Et ce qui posait question, parce que c'est ça la question, c'est la question du voile. Mais comment il aurait pu régler le problème? En appliquant tout simplement les circulaires Jean Zay. S'il avait appliqué les circulaires Jean Zay, qui a été libre penseur, radical, franc-maçon, mais qui a édicté ces circulaires-là où il dit il ne peut y avoir ni de politique, ni de religion qui rentre dans les établissements scolaires, parce qu'il faut une neutralité. Alors lui, il le faisait parce qu'il y avait les ligues fascistes qui étaient derrière, qui se battaient là-dessus. Parce que les ligues fascistes faisaient passer en fait à l'intérieur des buvards les tracts, hein, pour que les gamins parlent entre eux et accèdent en fait pas à la littérature, mais au verbiage fasciste. Mais Jean Zay, quand il prend ça, c'est quelque chose qui est là aussi qui a une dimension universelle. Appliquer les circulaires Jean Zay, c'est répondre à cette question du voile dans l'école. Parce que l'opération, elle a été ultra médiatisée, et qu'à chaque fois qu'il y a une histoire de voile, c'est ultra médiatisé. Vous avez vu avec le Burkini, mais vous avez vu aussi quand il y a eu la loi de 2010 sur la question du voile dans la rue. Moi, je vous l'ai dit, hein, je viens de banlieue, je viens de la vallée, ce qu'on appelle un peu de la vallée de la Seine, c'est-à-dire là où il y a Peugeot, Poissy, Renault, etc. La cité d'où je viens, moi je connais toutes les gamines, je connais toutes les filles qui ont été à l'école avec moi. Avant 2010, il y en avait 2 qui portaient l'espèce de voile intégral. Quand il y a eu la discussion en 2010 publique, et c'est exactement ce qu'on avait dit à la commission et ce que Marc Blondel avait dit, il avait dit vous allez avoir des défilés de femmes voilées et vous ouvrez la porte à quelque chose que vous n'allez plus contrôler. Eh bien, il y en avait 15. Et dans les 15, il y en avait 8 ou 9 qui n'étaient ni maghrébines d'origine, mais même qui ne connaissaient même pas le Coran, et qui étaient persuadés que c'était écrit dans le Coran, qu'il fallait faire ça, mais que c'était un comportement quelque part, comme une forme de rébellion. Je suis désolé, je vais attaquer personne, mais c'est comme si vous aviez été maoïste en 68, quoi. Hein, d'accord ? Bon, que les anciens maoïstes m'excusent, c'était pas une attaque contre le camarade Mao. Bien, mais vous comprenez bien, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui tient lieu de la révolte, mais c'est comme à un moment donné, les gens qui mettent le t-shirt Che Guevara, en pensant que c'est une icône publicitaire, ne sachant même pas qui est Che Guevara. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette dimension-là. Aujourd'hui, toujours dans la même cité, il n'y en a plus qu'une seule. Ce sont toujours les mêmes filles qui le portent, parce que c'est descendu en pression, que les autres sont là, elles ont eu des enfants. Alors, de temps en temps, elles mettent un foulard, mais elles n'ont plus la combinaison intégrale. Donc, on est dans une dimension du visuel. Et là-dessus, quelque part, on marque des gens comme s'ils étaient une communauté, et eux-mêmes ont tendance à parler comme s'ils étaient une communauté. Dans un autre débat à Limoges, il y avait l'imam de Limoges, il y avait l'évêque aussi de Limoges qui était assis juste à côté de moi, il craignait un petit peu le garçon, mais bon, ça arrive. Parce qu'à la fin, il m'a dit, on débattait, hein, il y a eu un débat et tout avec la salle, il y avait le pasteur, c'était un débat, voilà. Et à la fin, il m'a fait, c'est ça la libre pensée. J'ai fait, mais qu'est-ce que vous pensiez qu'on allait vous manger, c'est ça, qu'on est des bouffeurs de curé? Je lui ai dit, vous inquiétez pas, j'ai essayé une fois, c'est très indigeste, j'étais malade. Bon, il m'a regardé avec des yeux comme ça. mais donc voilà, mais c'est quelque chose de... l'imam dit, nous la communauté musulmane. Il le dit une fois, il le dit une deuxième fois. Au bout de la troisième fois, quand il l'a dit, moi j'ai pris la parole après, j'ai fait, vous ne pouvez pas dire nous la communauté musulmane. Vous êtes d'abord un citoyen. Et après, votre religion ne regarde que vous. Alors vous soyez imam, tout le monde le sait, vous êtes musulman. Mais vous êtes aussi un citoyen, vous êtes d'abord un citoyen. Et la question de la citoyenneté, c'est pas quelque chose qui se dilue dans la République. Parce que si vous le diluez dans la République, vous êtes une communauté. Et si vous êtes une communauté, vous avez des droits différents par rapport aux autres. C'est plus l'égalité des droits, c'est la différenciation des droits. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre que
dans ce débat islam et laïcité, c'est cette différenciation des droits qu'on essaye de glisser à travers l'islam pour faire sauter la chose. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le cheval de Troie, qu'est l'islam par rapport à la loi de 1905, quand je vous ai expliqué, je vous ai dit, il y a d'abord quelque chose de visuel, mais c'est aussi quelque chose de financier. La question des écoles, et je vais peut-être terminer là-dessus parce que sinon, moi, là, j'ai encore plein de trucs à dire. Il est 11h, tu vois. Ouais, non, mais après, moi, ce que je veux surtout, c'est qu'il y ait la discussion. Oui, vous pourrez poser toutes les questions. Être en désaccord, ça me dérange. Alors là, absolument pas du tout. Au contraire, j'aime bien quand il y a du débat et que ça pulse un peu. Je dis, elle est aussi financière. Pourquoi La Libre Pensée, c'est la plus vieille association laïque de France. Vous pouvez le prendre comme vous voulez, c'est comme ça, tout le monde le reconnaît. 1847-1848, qui s'est constituée sur les banquets. Sur la bataille des banquets, sur la question de la République, de la démocratie, du suffrage universel. Et cette association-là s'est battue, comme d'autres associations, sur la question de la loi Debré, contre la loi Debré, sur le financement des écoles privées par des financements publics. Et nous avons, nous, Libre Pensée, fait des inventaires plusieurs fois, on les réalise de manière, je dirais, régulière, et on a établi que, grosso modo, 10 milliards d'euros par an partent pour les écoles privées. Je rappelle que 97% des écoles privées sont catholiques, parce que là aussi, il y a le mythe de ces écoles musulmanes qui seraient en extension, en surnombre, etc. Par exemple, il y a l'appel des laïcs, dans la discussion avec l'appel des laïcs, moi je l'ai proposé à Caroline Forest, elle n'a pas voulu le signer, j'ai discuté avec elle, parce que j'ai lu son bouquin, et dans son bouquin, elle cite le chiffre de 10 milliards, je lui ai dit, mais pourquoi ne pas parler et ne pas dire que c'est la Libre Pensée qui a avancé le chiffre. Elle me dit, moi je suis allé le chercher ailleurs, c'est Eddy Kaldi qui l'a donné. Je fais, écoutez, si on est pompé par tout le monde, moi je dis c'est tant mieux, mais on est d'accord sur l'essentiel, parce qu'elle est d'accord sur l'abrogation de la loi Debré. Mais par exemple, elle me dit, elle est d'accord sur l'abrogation de la loi Debré, parce qu'elle me dit, le problème, ça va être les écoles musulmanes. Je lui dis, non, le problème dans un iceberg, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on ne voit pas. L'islam, c'est vrai que c'est un problème, le financement par des fonds publics, mais c'est surtout les 97%. Si vous faites sauter les 97%, c'est pas les 3% restants qui d'ailleurs sont encore plus infimes pour l'islam parce que ça finance encore d'autres écoles, les 3%, que ça va permettre aux catholiques d'user. Et quand je dis, et que je suis parti tout à l'heure sur la question de 2012 et de l'affrontement visuel, le fait de voir des curés se battre, on l'a bien vu dans la bataille. L'utilisation logistique des écoles, et même idéologique des écoles privées, sur la question de la manif pour tous, elle a été réelle. Elle a été prégnante. Les utilisations des associations de parents d'élèves à travers l'école, ou le regroupement d'élèves ou de parents dans les écoles privées, financées par ces fameux 10 milliards, parce que le chauffage était mis en route, parce que, etc., c'est quelque chose de réel, c'est contre la République. Et maintenant, je vous l'ai dit, à la fin, je vais essayer d'esquisser une solution. Parce que, pour moi, c'est un schéma extrêmement clair qui est toujours lié à la question de l'économie et de la destruction de la société. La question de l'économie et de la destruction de la société, et je pourrais aussi revenir sur l'ennemi intérieur, mais je ne vais pas le faire maintenant. Mais qu'est-ce que c'est ? La question d'islam et laïcité, ce sont des gens que nous sommes allés chercher pour les Maghrébins dans leur pays, pour qu'ils participent à l'effort des 30 Glorieuses, et ils y ont participé, ils ont amené le fruit de leur travail et de leur labeur. Et je vous l'ai dit, je viens de la vallée de la Seine, et ça a une connotation assez particulière, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé par faire les 4-10, les 4 fois 10 heures à Peugeot. Et les 4 fois 10 heures à Peugeot, c'était un système mis en place par un certain nombre de DRH pour faire quoi ? Pour casser du vieux. Casser du vieux, je m'explique, quand vous aviez 50-55 ans, que vous étiez à la chaîne, que vous faisiez 4 fois 10 heures. Alors je vous explique, 4 fois 10 heures, c'est 8 heures, 18 heures, avec, il y avait 3 pauses, d'accord ? Une grosse pause repas, 2 petites pauses, c'était 10 heures sur l'usine. Mais après, vous aviez plus ou moins, c'était pas une journée entière de repos, puisque c'était 10 heures de repos ou 12 heures de repos,
et vous repreniez après. Alors, c'était un rythme totalement infernal, parce que c'était pas nuit-jour ou moitié nuit, moitié jour. Il y avait rien qui était, cadré. Les semaines ne ressemblaient pas aux autres. Et quand je dis que c'était pour casser du vieux, j'ai rien contre les gens de 55 ans, mais dans 10 ans, celle-ci, je peux tout la faire, moi. Mais là-dessus, c'est véritablement le fait que ceux qui ont 25 ans, 20 ans, 30 ans d'usine, c'est l'heure, je crois. Alors, heureusement que tu avais mis le réveil avant, parce que c'est l'affaire de les mecs, qu'est-ce qu'ils demandaient à 55 ans? Ils demandaient à partir. Parce que le contremaître, il venait les voir au bout de 6 mois, 1 an de 4-10, et les gars, ils disaient qu'est-ce que tu en penses? Sinon, il y a un gros chèque qui t'attend en pré-retraite. Eh ben, les gars, ils partaient en pré-retraite. Et ces Maghrébins qui étaient là, ils se sont retrouvés en fait à la retraite bien avant. Certains sont allés rechercher d'autres boulots, parce que il fallait, même la pré-retraite, ça ne suffisait pas à nourrir la famille. Certains avaient même en perspective de repartir, ils avaient construit une maison au pays. Mais ils se sont rendus compte de quoi, au final? Que leurs enfants avaient été à l'école de la République, que certains de leurs enfants avaient même eu leurs petits-enfants ici, et que quelque part, la vraie racine, c'est les fruits que la vraie racine... ce qui compte dans un arbre, ce que je dis toujours, c'est pas les racines, c'est les fruits. C'est le vrai attachement, c'est les fruits que vous donnez. Donc ce sont vos enfants, vos petits-enfants, c'est les générations qui arrivent après. C'est pas obligatoirement le fait de retourner dans votre village natal, vous y retournez une fois, souvent ça a beaucoup changé, vous êtes souvent déçus, 20 ans après, mais alors certains y sont retournés, mais pas tous. Beaucoup sont restés ici. Et dans le fait de rester ici, leurs enfants, ils ont été dans quelle situation face au travail? C'est ma génération, c'est simple. Nous, on était la deuxième vague qui, après les 4-10, chassions ceux qui étaient en CDI et qui étaient les vieux, parce qu'on était en intérim. On nous utilisait en CDD, c'est-à-dire qu'on venait, on nous prenait. Moi, j'ai fait de l'intérim, j'avais un contrat de 3 semaines. Au bout d'une semaine et demie, le contremaître, il vient me voir, il me dit, il n'y a plus de production, tu t'en vas cet après-midi. J'ai fait, voilà, je suis parti, parce que c'est comme ça, et ça fonctionnait comme ça. Eh ben, ça pose quand même un problème. Parce que, revenons à ces 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros détournés chaque année, en euros constants, ça fait 500 milliards qui ont été enlevés à l'école publique. 500 milliards qui ont été enlevés à l'école publique, c'est la destruction des CAP, la destruction des BAP, la destruction du bac, c'est la destruction de l'école publique sous une certaine forme, qui amène à quoi? À ce que justement, on se retrouve à accepter des CDI, des intérims, et on se retrouve en fait en opposition avec les générations d'avant, dans un système qui détruit le travail et qui détruit le monde du travail. Le fond, il est là. Vous commencez à détruire l'école, vous détruisez le monde du travail après. Mais ces 500 milliards, s'ils avaient été mis, s'ils sont remis dans l'école publique, on est dans un autre système. Parce que justement, si vous regardez bien l'histoire du djihadisme en France, la vraie histoire, c'est d'abord des bandits, des petits bandits qui deviennent des grands bandits, qui passent au djihadisme. Khaled Kelkal ou d'autres. Toujours. Et maintenant, ce sont des gens qui sont déconnectés de la société. Des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont plus d'avenir, qui n'ont plus de vision de l'avenir. Et si vous ne recréez pas cette dynamique-là où justement il y a un espoir, où on peut se battre pour l'avenir, vous ne recréez pas les conditions acceptables du fait que chacun puisse chercher, douter, comprendre. Parce que le fond, il est là. L'homme et l'école, elle doit former le citoyen. Elle ne doit pas former l'employé ou l'ouvrier. Elle doit former le citoyen pour qu'il puisse penser par lui-même, mais aussi qu'il se construise après dans le monde du travail par lui-même. Et ça, c'est essentiel. C'est là où vous réglerez le problème d'islam et laïcité. C'est là où vous aurez des gens qui vont commencer peut-être à vous dire « Oui, mais enfin, peut-être qu'il ne faudrait peut-être pas intervenir dans ce pays-là. » Et je vais vous donner les raisons. Et qu'il faudrait peut-être aider ces pays-là plutôt dans le développement. Et que les aider dans le développement, ce n'est pas les endetter. Parce que là aussi, on pourrait parler de la question des endettements d'un certain nombre de pays dans lesquels on intervient, qui sont endettés depuis des années.
ces pays sont endettés et la population française est surendettée aussi, et vous retrouvez ces jeunes-là. Quand vous regardez le livre de David Thompson, Les djihadistes français, je vais terminer là-dessus, vous avez véritablement cette question de la spirale de l'endettement. Et vous regardez même ceux qui ont organisé les attentats du 13 novembre, ils ont utilisé tous les produits que la société française, en termes de crédit, leur a donné, parce qu'ils ont pris des crédits Sofinco ou ce genre de choses, pour pouvoir acheter les armes, pour pouvoir acheter la logistique. Mais parce qu'ils ont compris comment le système fonctionnait, mais parce qu'ils sont dans ce système-là de surendettement. Et je dirais, c'est ces spirales-là qu'il faut casser, pour véritablement casser et donner un espoir, et faire en sorte que, justement, cette question de l'islam et de la laïcité, c'est pas une question simplement d'incompatibilité, c'est surtout une question du fait qu'il ne faut pas instrumentaliser ni l'un ni l'autre, ni l'un contre l'autre, et que la question de l'islam, laisser les musulmans, comme le dit l'Institut Montaigne, vivre comme ils entendent, entre eux, enfin je veux dire entre eux, pas en communauté, mais entre eux, leur propre foi et leur propre religion, et vous verrez que vous allez vous retrouver dans une situation de sécularisation encore plus poussée. Vous verrez que les comportements, les fonctionnements, la pensée va se libérer, et la pensée va évoluer. Parce que vous aurez des voix de jeunes gens ou de jeunes femmes qui viennent justement de ces générations issues du Maghreb, et qui vont être des grands penseurs, des grands écrivains. Il y en a déjà plein, des grands écrivains et des grands penseurs français, et qui ont leur place dans la société française. Le seul problème, et c'est ce type de spirale qu'il faut casser, c'est qu'il faut arrêter là aussi, quand on parle des musulmans, c'est vrai que c'est très difficile, mais de dire les enfants de la première, deuxième, troisième génération, comme si, moi je trouve que ça fait le port de l'étoile jaune ad vitam aeternam, comme s'ils sont marqués à vie. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est ça qu'il faut casser. Alors, maintenant, et vraiment pour conclure cette fois, le véritable problème, c'est la question du respect de la laïcité. Et ceux qui sont interrogés, ce ne sont pas les musulmans. Ceux qui sont interrogés, ce sont les élus. Ce sont eux, au premier titre, qui sont interrogés. Quand Manuel Valls, le soir du Conseil d'État, sur l'affaire du Burkini, donne un autre point de vue sur la question du droit, il ouvre la porte à tous les citoyens pour avoir une autre interprétation du droit. Et aussi, surtout aux élus. Mais quand, sur cette fameuse affaire de crèche, on a une opération politique de Laurent Wauquiez, par exemple, pour ne prendre que lui, qui essaye qui met une crèche de 14 mètres carrés. Bon. C'est pas la même chose que Ciotti. Ciotti, il a été plus malin parce qu'il a fait une exposition. Il a contourné la loi. Il a contourné la décision du Conseil d'État. Je dis pas que ça pose pas de problème parce que... Il a contourné la loi. Vous ne pouvez pas attaquer. Mais on attaque Ciotti. Le préfet de région est obligé de dire le droit et de dire je ferai plus attention l'année prochaine. Alors c'est peut-être une promesse de Gascon parce que l'année prochaine il sera peut-être plus là. Mais enfin c'est le préfet, c'est pas l'homme, hein. C'est la fonction, je veux dire, c'est pas l'individu. Et donc là-dessus, c'est vraiment que quand je dis le respect de la laïcité et la place du politique est extrêmement important. Moi, j'ai été particulièrement marqué parce que je sais que dans votre fédération vous l'avez fait. C'est lorsqu'on a sorti, vous savez, on a une question à l'étude chaque année dans la Libre Pensée. Il y a une question à l'étude qui a duré 2 ans sur la question des élus. Et on a fait un code pour les élus, etc. Et vous aviez fait des démarches, je crois, auprès des maires. Il y avait eu des photos dans la presse, où vous remettiez officiellement. Moi, cet exemple-là, je l'ai pris de vous, et je vous le dis, hein, c'est comme ça aussi que fonctionne la libre pensée. J'ai dit, regardez ce qu'ils font, c'est excellent, parce que ça popularise la libre pensée, ça popularise non pas une bonne charte, parce que nous, on ne donne pas des bons points, ou des mauvais, on donne beaucoup de mauvais points, mais très peu de bons points, mais ça montre aussi ce que doit être la place de l'élu. Et ça, c'est super important, c'est essentiel. C'est essentiel. La deuxième place, c'est la question des journalistes. Mais alors là, je dirais, c'est un vaste programme. Et vu comment les journalistes, au niveau de la presse, c'est une concentration monopolistique autour des patrons, des grands patrons, c'est beaucoup plus problématique. On pourrait en discuter. Je vous remercie. Je suis désolé, j'ai été encore
Mais moi, je continuais, alors 1 heure. Hein, il y avait pas... Bah, Non, non, écoutez,